Madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous accompagner pendant cette heure de Stade 24. Avec au sommaire des hauts et débats consacrés à la consécration de deux de nos footballeurs, Riyad Mahrez pour la 4e fois et pour la 3e fois avec Manchester City. Pour la première fois, et c'est le premier Algérien à être sacré champion d'Italie, Ben Nasser avec l'AC Milan. On y parlera de l'équipe nationale. Est-ce le début d'un nouveau cycle? Et puis, c'était pour l'événement, des hauts et débats consacrés aux nos équipes nationales, notamment les U23 qui ont joué, les U21 pardon, qui ont joué contre la Palestine et qui sont imposés 3-1 avec en ligne de mire le tournoi de Toulon. On ira sur les jeunes catégories, on parlera de la formation. Et enfin, la question du jour. Que deviennent les travaux du symposium où on avait évoqué la question du professionnalisme? Pour en parler aujourd'hui, Tawfiq Qureshi, le directeur technique national, je ne dirais pas par intérim parce que c'est une fonction que vous avez déjà occupée et vous l'occupez actuellement. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation, Mammar. Et j'insiste toujours, je suis le directeur de la formation et le DTN par intérim. Je suis en train de gérer les affaires de la direction technique nationale par intérim en attendant la nomination d'un DTN. Très bien. Vous voulez toujours apporter cette précision. Sid Ahmed, bonsoir. Sid Ahmed Khaddis. Bonsoir Mohamed Djoubor et bonsoir à Tawfiq. Il y tient à cette fonction de directeur de la formation. C'est un détail, je veux me consacrer à la formation. Très bien, mais c'est la formation des entraîneurs, qu'on se mette bien d'accord. Des cadres techniques. Oui, des cadres techniques. Il y a beaucoup à dire sur la formation des cadres techniques et sur le travail qui est accompli. On en parle tout à l'heure. Sur le terrain. Allez, on va aller tout de suite sur l'événement de Stade 24. L'événement de Stade 24 est bien consacré à la consécration de deux de nos joueurs. Riyad Mahrez avec Manchester City et Ismaël Ben Nasser pour la première fois en Italie avec l'AC Milan. Sujet préparé par Nouhaïd Belkhadem. Cette dernière journée restera gravée dans les mémoires du football anglais. Mené par 2 buts d'écart, à un quart d'heure de la fin, Manchester City a réussi à retourner la situation en 6 minutes, s'offrant son 8e titre en Premier League. Un scénario incroyable face à un Liverpool vainqueur face à Wolverhampton au terme d'un match très disputé. Les changements de Pep Guardiola vont permettre une remontada, notamment grâce au nouvel entrant Ilkay Gundogan. L'international allemand offrira le but du titre à la 81e minute, imitant ainsi les titres obtenus en City conserve ainsi son titre de champion d'Angleterre. Riyad Mahrez de son côté remporte le 4e de sa carrière en Première Ligue. Le titre de champion d'Italie s'est décidé lors de la dernière journée entre les deux rivaux lombards, l'Inter et le Milan AC, disposant de son destin entre les mains. Les joueurs de Stefano Pioli n'ont pas tremblé en s'imposant largement à l'extérieur face à Sassuolo. Menant par 3 buts d'écart à la mi-temps, l'entraîneur décide d'incorporer Ismaël Ben Nasser. Élément majeur de ce retour au premier plan du Milan dans le football italien, l'ex-milieu de terrain d'Arsenal et Empoli devient ainsi le premier joueur algérien de l'histoire à remporter un titre de champion d'Italie. Milan chavira de bonheur en rouge et noir pour célébrer leur 19e Scudetto, égalant ainsi le rival interiste depuis la création du championnat en 1898. Ainsi, après Riyad Mahrez, les Verts peuvent se targuer d'avoir cette saison un second champion national en Europe, en la personne d'Ismaël Ben Nasser. Ah bien voilà, 2 titres, l'un pour Ismaël Ben Nasser, l'autre pour Riyad Mahrez. Riyad Mahrez qui, avec Manchester City, 4e titre, qui confirme d'année en année qu'il arrive à rester au plus haut niveau. Ismaël Ben Nasser, eh bien qu'il montre, qui est en train chaque fois de montrer qu'il reste également au sommet. C'est de bon augure pour l'équipe nationale. C'est clair, c'est de bon augure. C'est des joueurs qui ont montré qu'ils ont un potentiel vraiment extraordinaire. Qui sont surtout arriver à se maintenir à ce niveau-là. Tout à fait. C'est pas facile de se maintenir dans un championnat italien ou dans un championnat anglais. Mais revenons à l'intérêt qu'on peut tirer de cette double consécration de nos deux joueurs. Je pense tout le monde sait qu'on vient de sortir d'une des grandes déceptions de la CAN et aussi la déception de l'élimination en Coupe du Monde. Je pense que c'est des joueurs, surtout c'est des joueurs clés en équipe nationale, c'est des joueurs qui ont été affectés. Et je pense, avec la reprise de notre équipe nationale et cette double consécration de ces deux joueurs, c'est des joueurs qui vont revenir avec un bon moral et ça peut se répercuter positivement sur l'état d'esprit qui va régner autour de tout le groupe de l'équipe nationale. Sid Ahmed Khaddis, c'est également la meilleure manière de revenir en équipe nationale, de montrer qu'ils ont faim. Ils viennent de le dire, Tawfiq. C'est un bon mental.
sur une dynamique de victoire. C'est surtout une manière de dire qu'on a tourné la page et d'en ouvrir une nouvelle avec l'équipe nationale. C'est des joueurs clés de cet effectif pour Jamel Belmadi, notamment Riyad Mahrez qui en est le capitaine. Donc c'est à lui de donner l'exemple. Aujourd'hui, je pense que c'est le meilleur des messages qu'il peut délivrer à ses coéquipiers. Et pour parler de Riyad Mahrez, sa saison en statistique, elle est juste exceptionnelle. Il marque 24 buts, toutes compétitions confondues. Il délivre 9 passes décisives cette saison. C'est vrai qu'on a vu le management, Tofek est là pour en témoigner, pour pouvoir aussi dire ce qu'il pense de Pep Guardiola et sur sa façon de gérer son effectif. On a vu parfois Riyad Mahrez être titulaire sur les gros matchs et en Champions League, mais en championnat, il n'a pas beaucoup joué, il n'a pas beaucoup été utilisé, notamment sur les matchs. Il joue quasiment un match sur deux. Peut-être un match sur 3 en championnat. Sur les dernières journées, il n'avait pas beaucoup joué, même s'il avait réalisé de belles performances en Champions League. On se souvient de ce match en demi-finale, même s'il y a eu la remontada du Real Madrid. Mais en championnat, c'est un peu compliqué pour Riyad. Certains disent que c'est peut-être la dernière saison de Riyad à Manchester City. On attendra le mercato estival pour voir s'il va prolonger son aventure avec City ou pas. Mais il est, on va dire, auteur d'une très belle saison avec les Moncugne. Jamel Belmadi disait que c'est un joueur qui adore les stats. Et aujourd'hui, de toute façon, les footballeurs adorent les stats. Ils sont devenus comme les basketteurs. C'est-à-dire, ça fonctionne qu'avec les stats. Et Sid Ahmed vient de le dire, statistique exceptionnelle. Mais dans le même temps, il vit une belle fin de saison avec son club, d'autant plus que l'année a été très dure. L'élimination en Coupe du Monde, Coupe d'Afrique des Nations ratée, et l'élimination en demi-finale de la Champions League. Ça, c'est collectivement. Non, je pense terminer une saison avec des résultats positifs. C'est pour ça que je dis, l'année a été dure, il termine bien. Tout à fait. Il est préférable de commencer mi-figue, mi-raisin et terminer en apothéose comme celle de Ben Nasser et Mahrez, que de faire un début extraordinaire et terminer... Non, mais ça a été dur. Attendez, l'équipe nationale Coupe d'Afrique des Nations perd du titre, les Coupes du Monde éliminées, demi-finale Champions League éliminée par le Real, et puis il termine avec un titre cette saison. Ça a été une année très dure aussi. C'est sûr, sur le plan moral. Oui. Sur le plan moral, c'est très dur, mais en termes de boulot sur le terrain, donc des professionnels sont habitués à un travail intense durant toute une saison, mais sur le plan moral, ces deux joueurs, surtout Mahrez et Ben Nasser, c'est des joueurs qui ont été très affectés par rapport aux résultats réalisés au niveau de l'équipe nationale et la grande déception de tout un peuple à cause des résultats négatifs. Je pense que c'est... également la Champions League européenne. Tout à fait. Ils étaient à 2 doigts de se qualifier. Tout à fait, mais ça reste toujours plus intense en termes d'affection sur le plan moral au niveau de l'élimination en Coupe du Monde et celle de la CAN aussi. Là, je pense, Mahmoud, que sur ce que dit Tofek Qureshi, que ce soit Riyad Mahrez ou Ismaël Ben Nasser ou même d'autres joueurs qui avaient l'envie et l'ambition d'aller jouer cette Coupe du Monde, c'est le rêve de tout footballeur. Exactement. Donc c'est vraiment une maigre consolation en cette fin de saison de remporter un titre. Pour eux, c'est vrai que ça reste un titre, ça va au palmarès de chacun, mais après de ne pas jouer cette non-qualification en Coupe du Monde, vous pouvez pas revenir en arrière. Ça fait mal. Mais en même temps, c'est vrai que voilà, c'est ce que j'allais dire. Alors la Première Ligue, tout le monde est d'accord là-dessus, c'est le championnat le plus dur, le plus regardé au monde. Mais en Italie, c'est la première fois qu'un Algérien est sacré champion d'Italie. Qu'un Algérien gagne le Scudetto. Alors, il y en a qui disent, pardon Amr de vous interrompre, il y en a qui disent que Ismaël Ben Nasser, ce n'est pas le premier Algérien. Il y a eu Belloufa auparavant. Je ne sais pas avec quel club Belloufa, l'Inter, je pense. Peut-être. On va confirmer, mais je ne sais pas si en Italie, il y a la même règle qu'en France ou ailleurs, où le joueur doit jouer au minimum 1 minute pour pouvoir être sacré champion avec son club. Donc à vérifier, on ne sait pas encore si Ismaël Ben Nasser est le premier Algérien. Mais ce qui est sûr, c'est que le premier Algérien a gagné avec le Milan AC. Exactement. Très bien. Le championnat également Ben Nasser, qui est en train de montrer de la régularité en matière de performance, qui est devenu aujourd'hui une pièce importante dans le 11 de l'AC Milan, qui est un joueur qui venait d'Arsenal, je rappelle, qui est passé par Empoli, et là qui passe au Milan AC, qui va retrouver la Champions League européenne. C'est un joueur et qui est également une pièce maîtresse en équipe nationale. C'est une belle fin de saison. Il faut aussi souligner que c'est son premier titre. Il faut aussi souligner que c'est un joueur qui a été convoqué à une équipe nationale avec U18. On lui dit U18. Je me souviens.
juste pour, sur le plan administratif, c'est un joueur qu'on a utilisé, je pense, pour 5 ou 10 minutes dans un match avec l'équipe nationale pour qu'il reste toujours avec l'équipe nationale algérienne. Donc je pense qu'il a gagné en expérience, qu'il a gagné, il est devenu mûr dans le jeu. On a constaté que ce joueur, de plus en plus, il gagne en maturité, il est sûr de lui sur un terrain de football. Donc je pense... Wenger disait de lui, c'est un bosseur. Ah oui. Il arrivait le premier à l'entraînement, il était le dernier à partir de l'entraînement. Et c'est un joueur qui bossait vraiment. En dehors de ça, on a vu ce joueur, comment il bosse dans un match. Meilleur joueur de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Tout à fait. Moi, j'étais dans la commission, commission technique. Qui choisit les joueurs. D'ailleurs, moi, je l'ai pris, je l'ai nominé sur plusieurs matchs, puisque je l'ai vu avec la Côte d'Ivoire et un autre match. Donc, je pense que c'est un parcours positif depuis qu'il a été convoqué en équipe nationale. D'ailleurs, ce qui résume ce que vous dites, en 2019, l'action du but du sacre final de Bounjah, c'est lui qui récupère le ballon, qui donne à la profondeur à Bounjah. C'est un joueur au-delà de son abattage, Mahamar, comme vous le dites, c'est un bosseur, c'est vrai, mais c'est un joueur qui, techniquement, pour son poste, apporte beaucoup. C'est-à-dire qu'il arrive à casser des lignes par sa technique, et aussi par sa vision de jeu. On l'a vu à chaque fois, il va toujours vers l'avant. Il a toujours ce jeu vers la verticalité, jamais en arrière. Eh bien, très bien, on va écouter Johan Crochet, qui est un spécialiste de la série A, qui parle de Ismaël Bennacer. Pose un petit peu problème avec Ismaël Bennacer. On a le sentiment que s'il n'avait pas ces quelques petits pépins musculaires, il pourrait définitivement devenir un taulier de cet AC Milan-là, ce qui aujourd'hui est plus ou moins le cas. C'est-à-dire qu'il y a 3 joueurs pour 2 postes au milieu de terrain. Il y a Ismaël Bennacer, il y a Sandro Tonali, l'Italien, et Franck Kessie, l'Ivoirien. Donc ils sont 3 pour 2 places. Globalement, il n'y a pas de titulaire absolument fixe. Cette saison, c'était plutôt Tonali. La saison d'avant, c'était plutôt Ismaël Bennacer. Mais c'est vrai que Bennacer, il ajoute beaucoup de qualité technique dans cette équipe. C'est lui qui dicte un petit peu le tempo. C'est lui qui vient récupérer les ballons assez bas vers les défenseurs et qui remonte le ballon, soit par une passe verticale, soit par de la progression de ballon au pied. Et puis, il y a 2 buts très importants de Ismaël Bennacer cette saison en championnat. Un but à Bologne, alors qu'il y avait 2 partout, et que Milan allait vers un résultat décevant, un 2 partout à Bologne. C'est lui qui met un but d'une frappe à l'entrée de la surface, une reprise de volée du gauche, et qui permet à Milan, dans les 5 dernières minutes, de prendre l'avantage. Et puis à Cagliari aussi, un match très important au mois de mars, où Milan était un petit peu moins bien déjà dans les résultats. Eh bien, c'est lui, sur une demi-volée de l'extérieur de la surface, qui donne le seul but du match à Cagliari. Et ça, c'est un match qui a été très, très important, un match qui a compté dans cette saison. Donc, c'est vrai que Ismaël Bennacer, aujourd'hui, est un membre très important de l'AC Milan. On voit un joueur qui est très sincèrement très à l'aise avec le ballon, c'est absolument pas une surprise, qui mentalement est aussi en train de passer un cap, et ça augure pour lui de très belles choses pour le futur. Ça lui ouvre de grandes perspectives pour le futur, d'autant plus qu'il serait en négociation concernant son futur pour une revalorisation salariale. Pour vous, il faut qu'il reste en Italie, d'autant plus que le Milan AC va jouer la Champions League européenne. Je pense que le football italien convient beaucoup plus à Bennacer que d'aller. Je pense qu'il trouvera énormément de difficultés s'il passe dans le championnat anglais, par exemple. Ça lui convient. Pourquoi un peu. Il était à Arsenal. Mais il était jeune, il n'était pas vraiment performant comme la saison actuelle. Donc le jeu de Bennacer est beaucoup plus un jeu, c'est un technicien, c'est un petit de taille et qui s'impose par son jeu. Verratti. Il est pas plus grand que Bennacer. Ils ont à peu près la même taille. Ils sont au même poste. Et encore, je trouve que Bennacer, dans l'abattage, dans la récupération, il fait encore beaucoup plus que Verratti. Verratti, c'est vrai que balle au pied, c'est un génie. Il délivre des passes décisives, on l'a vu. Il a une telle vision de jeu, il voit tout avant tout le monde. Mais après, pour Bennacer, je trouve que sur ce qu'a dit Johan, c'est très important. Il apporte de la technique. Et l'été, ses pépins physiques cette année, il aurait encore gagné en expérience et il aurait été titulaire. On parle aussi du départ de Franck Kessié vers Barcelone ou d'une autre destination. On annonce un peu partout. Donc je pense que pour Bennacer, c'est le moment et il y a une grosse marge de progression. Il n'a que 22, 23 ans. Donc il y a une grosse marge de progression pour lui. Et je pense que de rester à Milan, de s'affirmer à Milan, de gagner une place de titulaire, ça fera peut-être de lui l'un des meilleurs milieux de terrain au monde. Très bien. Pour vous, alors la question, évidemment, on n'a pas de boule de cristal. Je vais vous demander quand même d'utiliser. Mahrez reste à City?
Difficile. C'est difficile de se prononcer. Je pense qu'il termine une saison en beauté. En termes de performance, en termes de rendement, je pense que c'est très positif. Mais maintenant, à ce stade-là, de ce niveau-là, sur le plan professionnel, je pense c'est très difficile de se prononcer. On attendra pour voir ce que vous dites, vous. Il y a déjà des pistes. On l'annonce Au Real. un peu partout, au Real, au Barça, au PSG. D'autant plus que Dembélé pourrait quitter le Barça. pour aller au Paris Saint-Germain. Tout à C'est fait. ce qu'on est en train Oui, d'annoncer. c'est ce qui se dit C'est ce qui se actuellement. dit. Donc, dans comme la on presse annonce espagnole. quand on annonce du côté de Paris un gros recrutement avec le renouvellement De de Mbappé. Mbappé, donc ça pourrait libérer des places. Sur les côtés. D'ailleurs, côtés. il y a eu. Et ce qui vient appuyer ce que vous dites, c'est le départ de Di Maria. Di Maria a été, on va dire, c'est une sortie en fanfare pour Di Maria avec le PSG. On ne renouvelle pas le Qui contrat va à la Juventus. Exactement, il va à la Juventus. Donc il y a une place de libre du coup, sur le côté droit. Peut-être qu'il y aura un remaniement tactique. Messi jouerait plus derrière Mbappé pour pouvoir apporter Très bien, un peu mais plus. Mahrez, où vous le mettez là? Sur la droite. Ah, pour vous, il va pas. Oui, il y a oui. des risques, il y a des chances qu'il aille à Paris. Il se pourrait qu'il aille à Paris si Dembélé ne signe pas au Paris Saint-Germain. Si Dembélé signe au Paris Saint-Germain, on pourrait voir Mahrez au Barça. C'est une éventualité. Qu'est-ce que vous dites? Non. Bah, On attendra moi, pour voir. La stabilité, surtout qui ne vient Il s'est habitué à la première ligue. Hein. Leicester. C'est ce que Voilà. c'est ce que je voulais dire. Donc je pense il ferait mieux de rester à Manchester City. Après, il y a d'autres considérations qui entrent en jeu. Ah, c'est sûr. Exactement. Financière surtout. Ah ben tout, il y a le projet sportif aussi. Il y a le projet sportif, il y a l'aspect financier qui est déterminant à ce niveau-là. Alors ça nous permet d'enchaîner sur l'équipe nationale. Il y a un rendez-vous qui approche, il faut tourner la page. Éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations, le 4 juin prochain, contre l'Ouganda. J'ai toujours dit qu'il ne faut jamais, et l'entraîneur national le dit, et tous les spécialistes du foot vous le diront, ne jamais sous-estimer l'adversaire ou le prendre de haut. Pour beaucoup pensent que l'Ouganda, c'est facile à jouer. Mais avant de parler de l'Ouganda, parler de notre équipe nationale. Est-ce que pour vous, Toufik, on va sur un nouveau cycle? Est-ce qu'on doit s'attendre à de gros changements? Ça m'étonnerait. Je pense, pour les débuts, je pense que le coach national, à mon avis, il va débuter avec l'ossature habituelle. Peut-être qu'il va incorporer un ou deux joueurs, mais dans son esprit, c'est le début d'un changement, peut-être, je ne dis pas radical, mais un grand changement qui va Déjà, il y en a un s'effectuer qui a annoncé un nouvel arrivant. au niveau de l'équipe nationale. Mais à mon avis, il est obligé de commencer par déjà l'ossature qui existe et ce travail se fera au fur et à mesure. Graduellement, plus on avancera dans le Tout temps. à fait. D'ailleurs, Tout à c'est ce fait. qu'il disait, Mohamed Jabbar. Il disait que au nouveau, à ces joueurs-là, de faire comme on fait auparavant, Attal, Ben Sebaini, Tout à fait. de s'imposer petit à petit, de trouver une place de titulaire, en essayant de faire des bouts de match et de s'affirmer en tant que tel. S'il y a des qualités à faire valoir, ça sera sur le terrain. Reprendre un match officiel avec des joueurs qui n'ont pas fait une séance d'entraînement avec l'équipe nationale. Je pense qu'il va débuter avec l'ancienne ossature. Non, mais et pourquoi puis- Moi, si vous me demandez mon avis, moi je pense qu'il n'y aura pas de gros changements. Je vous le dis tout de suite. Non, c'est quand Mais même- maintenant, dans le même temps, mais c'est vrai, on a l'impression que tout le monde veut des changements pour les changements. Non, mais C'est ce tout le qu'on monde- réclame à l'entraîneur. mais quand on ça dit tout serait le une monde, erreur. qui tout le monde? C'est les supporters. Non. Dans la presse, moi, je lis. La je presse, vois, les j'entends. spécialistes, Les spécialistes. ouais. Tout le monde veut changement, il faut ça. Bon, c'est Mais pour ça. le changement avec le temps, pas tout de suite. Oui, oui. Il va commencer peut-être avec l'effectif qui existe déjà, avec un ou deux joueurs, et au fur et à mesure, il faut dire, D'incorporer de ce qu'il jeunes en est joueurs. aussi. Il y a des joueurs qui sont à la porte de la retraite internationale, si j'ose dire. Donc, il doit commencer à renouveler un peu l'effectif. C'est un effectif Enfin, c'est un effectif vieillissant surtout. Les cadres Pas- sont pas- vieillissants. le mot si est un peu trop fort. Moi, j'aime pas ce Ils mot sont à la vieillissant. porte. Parce que un joueur de 30 ans, il peut Non, être pas 30 performant. ans. 32 non, ans, je il peut parle être de performant. 37, 36 ans, je parle de Mais s'il a une- Boulhay, je parle de Guedioura, Mais je parle Boulhay, c'est de... pas- Boulhay, Guedioura, le c'est gardien de fini. but, Guedioura, c'est fini. c'est un cas exceptionnel. Non, de ces Guedioura, joueurs. c'est fini, c'est terminé. Guedioura. Bon, mais Boulhay, c'est un gardien de but, c'est un poste Il spécifique. peut aller jusqu'à 40 ans. 40 ans. Dinosauf, il a bien joué jusqu'à 40 ans. C'est le rendement hein. qui oui, brille. oui, voilà. je suis d'accord. C'est vrai. Il n'y a pas d'âge dans une équipe nationale. C'est le rendement du joueur. Le critère numéro un, c'est le rendement. Par contre,
Ce qui est inquiétant, les joueurs qui risquent, qui pour le moment n'ont pas de club, par exemple, ou sont en rupture de banc, ou ne jouent pas, n'ont pas assez de temps de c'est jeu. clair. Ça pose un problème. Le coach national, il est obligé de prendre en considération ces éléments-là. Un joueur qui n'a pas de club, qui ne joue pas, donc automatiquement, c'est un joueur qui ne sera pas rentable sur le terrain. Donc c'est des joueurs de facto, je ne dis pas qu'ils vont être éliminés, mais momentanément, ils vont être écartés de l'effectif ou de l'ossature de l'équipe. Dans le même temps, peut-être sortir certains joueurs de leur zone de confort. Oui. Oui. Ça peut être une stratégie. Non, la concurrence doit exister dans un effectif. Sinon, c'est toujours des joueurs qui sont rendement positif ou négatif, il est sûr qu'il va jouer. Donc, la concurrence a toujours donné des résultats positifs. Très bien. Pour vous, sur quel poste il pourrait avoir de la nouveauté? Par exemple, on va commencer par compartiment, les gardiens de but. Bon, pour le moment... Il y en a un qui est à Angers, dont on parle beaucoup. Oui. À mon avis, il reste Mboulhi, le numéro 1 de l'équipe nationale. Pour l'instant. Il faut préparer, bien sûr, la retraite internationale, si j'ose dire, de Mboulhi, mais tout de suite, je pense qu'il n'y a pas vraiment de vrais concurrents. L'axe central? Oui, l'axe central, le problème de l'équipe nationale a été posé depuis X temps au niveau sur le plan défensif. Depuis l'arrivée de M. Belmadi, il a trouvé la solution c'est-à-dire en travaillant beaucoup plus sur l'organisation défensive. Quand on parle de l'organisation défensive, donc on parle du nombre de joueurs qui participent dans la récupération, mais sur le plan rendement par poste, je pense que ça reste un petit peu fébrile, surtout dans l'axe. Donc il doit revoir un petit peu, à mon avis, il va revoir le choix ou le renforcement de l'équipe sur ce plan-là. Sur ce match, il n'y aura pas Attal, par exemple. Non. Puisqu'il est blessé, donc on peut s'attendre à de nouveau. Sûrement, Zedatka peut-être. De Clermont. De Clermont Foot, qui devait être là pour le dernier match, mais finalement, Jamel Belmadi n'a pas voulu prendre de risques. Il a pris ceux qu'il connaissait déjà. Après, je pense que, comme l'a dit Etofer, dans l'axe central, il risque d'y avoir problème, parce que Mandi ne jouait pas beaucoup. Il y a des joueurs comme Badran, par exemple. Oui, qui sont... qui peuvent faire appel, ils ont déjà été intégrés. Oui, certes, mais après, il y a Belhamri, je parle de la charnière titulaire, habituelle. Mandi, Belhamri. Ça risque de poser un peu problème, donc ça sera jamais... Et d'autant plus que sur les 2 derniers matchs, on a joué avec un système de jeu différent, on a joué avec trois axiaux, donc est-ce qu'il va revenir au 4-2-3-1 ou au 4-4-2? Est-ce qu'il va maintenir ces joueurs-là? Donc, c'est toutes les questions qu'on peut se poser. Après, moi, je pense, là où il faudrait vraiment apporter du nouveau, un sang nouveau. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour poser la question à M. Khorechi. Est-ce qu'un retour d'Andy Delors serait possible? Bon, avec ce qu'il réalise en fin de saison. Le retour d'Andy Delors sur le plan technique, je pense qui sera bénéfique pour l'équipe nationale. Mais vous savez très bien qu'Andy Delors n'est plus convoqué en équipe nationale pour d'autres considérations qui ne sont pas techniques. Maintenant, si on part sur le plan technique, je pense que Andy Delors apportera un plus pour l'équipe nationale. Mais maintenant, il y a des règles à respecter au niveau de l'équipe nationale. La gestion d'un vestiaire. Vous ne pouvez pas faire appel à Andy Delors, je suis désolé. Après ce qui s'est passé, Andy Delors, c'est lui qui s'est mis en rupture de banc. Tout seul, mais beaucoup disent, Mahamar, pour le bien de l'équipe nationale, non, mais attendez. Jamel Belmadi pourrait faire je parle sous le contrôle d'un entraîneur, et vous avez été joueur, et vous savez ce qu'est un vestiaire. Vous ne pouvez pas, quelqu'un qui vient et qui vous dit « Ah, écoutez, pendant 1 an, moi, vous ne faites pas appel à moi, et quand vous serez qualifié, vous me faites appel. » C'est pas possible, ça. On ne peut pas faire des concessions au détriment du collectif. La vie de groupe, bien sûr. Donc moi, j'ai répondu à ta question sur le plan technique. Maintenant, je l'ai bien souligné, il y a d'autres paramètres
qui ont fait que dès lors n'est plus Soit convoqué, écarté. soit écarté, il n'est plus convoqué l'équipe En nationale. parlant de joueurs vieillissants, Mahmoud Djebbour, avant de clore cette première Ouais, parce partie qu'il faut qu'on avance. événement, oui, rapidement, on a une image. Je voudrais vous montrer une image C'est et que M. Koreshi nous donne son avis là-dessus. C'est un joueur qui a pratiquement la quarantaine et qui vient de célébrer son Scudetto avec l'AC Milan. Vous C'est savez de Zlatan, qui je ça. parle. Voilà. Zlatan. On a l'image, donc c'est énorme durant toute sa Durant carrière. toute sa carrière. Là où Donc, il est passé. C'est un bel hommage qui lui est rendu. Allez, des hauts et des bas Avec un gros consacrés. cigare. Pardon? Avec un cigare. C'est la fin, c'est son dernier match. C'est pour dire, voilà, je termine en beauté. Des hauts et des bas Exactement. consacrés aux équipes nationales. Les U21 ont disputé un match contre la Palestine. Premier test réussi. Retour sur ce match avec Salah Faisal. Bienvenue à la maison. Ambiance conviviale, amicale au stade olympique de 5 juillet, un match entre les frères. Un seul peuple qui partage le même sang, un accueil chaleureux par le public algérien et aussi le palestinien, présent dans les tribunes en famille pour suivre un match de gala et aussi de préparation pour les protégés de Ould Ali. Il y a des moments de prospection, des moments d'évaluation et des moments où on doit confirmer des joueurs. Là, on est dans un stade un peu intermédiaire. Il y a des joueurs qu'on croit qui correspondent à notre profil, donc on va les fixer en quelque sorte. Il y a des joueurs qu'on a fait venir pour le prochain match, donc on a suivi dans leur championnat. Une double confrontation en prévision du tournoi Maurice Réveillot et les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations U23. Les hommes d'Al-Aqsa nous ont honorés avec leur présence et leur kéfier, le symbole de la résistance. Le match a connu une victoire des U23 de l'Algérie face à l'équipe olympique palestinienne sur le score de 3-1. Les buts de l'Algérie ont été inscrits par Neitzel Massinissa, Bent Balhadi, Adel Boulbina, tandis que le but de la Palestine a été inscrit par le brillant Hamed Jamal. La rencontre a été suivie par l'entraîneur des A-Prime, Majid Bouguera et Jamal Din Msbah. En place contre une équipe palestinienne bien regroupée. On sait qu'ils ont eu un long trajet, qu'ils ont eu qu'une séance d'entraînement. Donc on a gagné ce match, mais on a un deuxième match aussi à jouer. Donc on va le préparer comme il se doit pour confirmer cette victoire, on va dire. Un deuxième match est prévu entre les deux équipes le 25 mai, un match où le fair play est déjà garanti. Premier test, il y aura un deuxième match. Au-delà du résultat, que peut-on tirer comme enseignement sur ce type de match? C'est le troisième test, puisqu'ils ont joué deux matchs en Mauritanie. Oui. Ça, c'est avant Une double confrontation face à la Mauritanie. Tout à fait, et ça c'est le troisième test, donc il faut souligner que... Le premier test, ça, c'est la Palestine, hein, qu'on se mette bien d'accord. Oui. Ouais. Alors, Donc c'est une équipe qui vient juste de commencer à travailler. Depuis le mois de mars, M. Ould Ali a été installé en tant qu'entraîneur des futurs U23 et des actuels U21. Ce ne sont pas des U23. C'est des futurs U23. Ils préparent les Jeux Olympiques de 2024. Ah, Donc d'accord. en Donc, 2024, en 2024, ils ils seront auront- des U23. Maintenant, c'est des joueurs qui sont nés en 2001 et 2002. très bien. Qu'est-ce qu'on peut, sur des matchs comme un match face à Bon, la c'est un Palestine? match devant un adversaire, moi j'ai vu le match hier, devant un adversaire plus ou moins qui n'est pas un vrai sparring Qu'est-ce que partner. vous cherchez Qu'est-ce qu'on cherche à ce niveau-là? Ben, à ce niveau-là, La mise en place, tactique. ben, c'est clair. Quand on débute à préparer une équipe, il ne faut pas qu'on joue les gros calibres. On commence à choisir des adversaires au fur et à mesure. On commence à jouer avec des équipes de meilleur niveau. D'ailleurs, c'est une équipe qui va se déplacer le 27 à Toulon. Il va y avoir un tournoi très important. Et là, peut-être que l'entraîneur aura l'occasion de voir vraiment le vrai niveau de notre équipe De nationale. se situer par rapport aux autres? C'est clair, Oui. c'est clair. Et il ne faut pas oublier qu'au mois de mars, c'est une équipe qui va jouer les éliminatoires de la CAN U23. Donc le temps est très court. Et le tournoi de Toulon, ça sera un très bon test, une opportunité pour le coach pour avoir une idée sur l'ensemble de son effectif. Toufik, pour justement, j'avais posé la question à Ould Ali, la grosse difficulté pour les U21, notamment c'est les joueurs algériens résidant à l'étranger. Tout à fait. C'est pas des dates FIFA. Comment les avoir, être disponibles sur chaque stage? Leur disponibilité. Il y a des joueurs, c'est vrai qu'on a tissé de très bonnes relations avec les clubs.
Et aussi, même Ould Ali, comme c'est un gars qui connaît un peu la France, il a vécu à Marseille il vit à Marseille depuis X temps, donc il a beaucoup de relations. Donc c'est grâce à ces relations, les relations qu'on a tissées avec les clubs, qu'on arrive à faire venir les joueurs. Faire venir les joueurs, même en dehors des dates FIFA. Et c'est vrai que ce n'est pas une obligation pour les clubs. Mais quand même, si on se contente que des dates FIFA, ça sera très court et ça sera très peu comme travail qu'on doit effectuer avec cette équipe, surtout qu'on joue au mois de septembre les éliminatoires de la CAN U23. Très bien. Ce n'est pas la seule équipe qui est en train de préparer des éliminatoires. Nous avons également les U18 de Slatny qui préparent les Jeux méditerranéens. Là, il y a beaucoup de retard, par contre. Ouais. Non, quand on parle en termes de retard, il ne faut pas oublier que cette équipe, c'est des joueurs qui sont nés en 2004. C'est des joueurs qui se sont qualifiés à la CAN U17 en 2021 avec Mohamed Lasset et Slatny était l'adjoint. C'est une continuité. Moi, je reprends ce qu'il dit. Hein. D'accord. D'accord. C'est une tranche d'âge qui est opérationnelle, si j'ose dire, depuis 3 ans, presque 3 ans. C'est cette équipe qui s'est qualifiée à la CAN 2021 au Maroc. Puis, il y a eu le Covid. Il y a eu le Covid. Ils sont arrêtés de travailler et même la CAN U21 a été annulée. Donc c'est une tranche d'âge qui a commencé à travailler depuis les 2004. Qui ont travaillé avec Mohamed Lasset. Slatny, il était l'adjoint. Et puis, juste après Mohamed Lasset, il a pris les U20. Et avec les Jeux méditerranéens, quand ils ont arrêté les tranches d'âge, donc c'est cette tranche d'âge qui va jouer les éliminatoires. C'est vrai que depuis l'arrêt du championnat et avec le problème de Covid, Monsieur Slatny vient juste à partir du mois d'octobre qu'il a repris le travail avec ce groupe-là. Et c'est des joueurs aussi qui ont fait cette tranche d'âge, qui a fait beaucoup de matchs. C'est-à-dire, je pense que pendant la période Covid, on aurait pu permettre à nos équipes nationales de s'entraîner, de travailler. D'être en stage. On a entièrement fermé. Même en stage. Oui. Parce que bon, en prenant toutes les précautions, hein, bien évidemment, durant la période Covid. Et peut-être que c'est à ce niveau-là où il parle de perte de temps. Effectivement, il y a eu beaucoup de temps perdu. Donc c'est une équipe qui a commencé à travailler, une tranche d'âge qui a commencé à travailler, puis d'un seul coup, ils se sont arrêtés depuis plus d'une année, et puis il reprend le travail, pratiquement il reprend presque à zéro. Donc c'est une équipe qui a fait 3 matchs internationaux. Donc, 6 stages. Moi j'ai entendu qu'ils ont fait un seul match, non, ils ont fait 3 matchs. D'ailleurs, ils ont fait 2 matchs avec l'équipe nationale de France. Oui. Et ils ont ça a été des déroutes. Hein. C'est qu'ils ont fait 2 matchs. C'est vrai qu'ils ont perdu en termes de résultats, mais c'est une expérience. On tire des enseignements de ces matchs-là. Et en Espagne, ils se sont déplacés pour jouer 2 matchs avec Villarreal et Valence. Un seul. Et il y a eu un problème de retard de départ ici d'Alger. Donc ils ont raté le premier match du Villarreal et ils ont joué le deuxième match avec Valence. Et depuis ce temps-là, moi, personnellement, j'ai contacté presque 7 fédérations. La fédération portugaise, la fédération française, la fédération italienne, la fédération espagnole, l'Arabie saoudite, le Mali et le Sénégal. On n'a eu qu'une seule réponse de la fédération portugaise et une réponse négative. Donc, le programme est déjà ficelé depuis un bon bout de temps. Et les autres fédérations... Donc, problème pour leur trouver des matchs. Oui. C'est clair. Déjà, c'est une tranche d'âge. Mais si c'était les U17 et les U20, peut-être qu'on trouvera des sélections. Alors, comment vous allez faire pour pallier? Qu'est-ce que vous allez faire? Nous sommes en train de faire des efforts. Pas plus tard qu'il y a 3 jours, j'étais en contact avec l'équipe nationale de la Jordanie pour que... Bon, ils ont exigé à ce qu'on les prenne en charge pour 10 jours, pour jouer 2 matchs et on les prenne en charge pendant 10 jours. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, nous sommes en train de faire des efforts, au moins pour lui donner, donner à cette équipe l'occasion de jouer au moins 2 matchs avant les Jeux méditerranéens. Ce que regrette Mourad Slatny, le sélectionneur, moi j'avais écouté juste après le stage qu'ils avaient effectué ici à Sidi Moussa. Il est actuellement en stage. Oui, ils sont rentrés hier, le 22. Oui. Donc, il disait que pour une échéance aussi importante que les Jeux méditerranéens, qui va se dérouler ici à Oran, en Algérie, donc où vraiment ils sont attendus, c'est une sélection qui est attendue chez elle, il regrettait que sur son plan initial, il y ait 15 ou minimum 10 matchs, alors que là, il se retrouve... 15 et 20 matchs. Voilà, minimum 10 matchs, il avait dit. Vous savez que pour être au top 20 dans le monde, il faut jouer
entre 7,8, je vous donne le chiffre exact, 7,8 matchs par saison. Donc on joue entre 15 et 20 matchs, je pense que c'est... Donc si on arrive déjà à trouver 8 matchs, disons 8 matchs par année, déjà nous sommes dans le top 20 dans le monde. Donc nous avons fait beaucoup d'efforts. Actuellement, nous avons pu avoir 4 matchs, on a raté un match. Cette équipe, c'est vrai qu'il a débuté, c'était le début quand ils ont joué contre la France, mais c'est une équipe qui a joué 3 matchs et ils ont raté un match. Il y a des matchs qui sont prévus. Bon, là, c'est très court, il reste juste moins d'un mois. C'est très court, nous sommes en train de faire un mois, exactement. Jusqu'à maintenant, on n'a aucune réponse positive pour jouer. Donc, il risque de se retrouver sans sparring avant le début nous avons un espoir. Il y a les équipes qui vont jouer, qui vont participer aux Jeux méditerranéens. Nous sommes en train de faire beaucoup d'efforts pour qu'ils arrivent un peu tôt pour qu'on puisse jouer avec eux des matchs. On reste sur les catégories de réponse rapide. Les U17. Ben, les U17, ils préparent la Coupe arabe au mois d'août. La Coupe arabe, avant, c'est pas l'UNAF, c'est la Coupe arabe. La Coupe arabe, est différente. La Coupe UNAF, elle a été reportée. Non, l'UNAF, non, mais ils ont joué l'UNAF dans le Béla récemment. D'accord. Il y avait un tournoi UNAF pour les U17. Et maintenant, on prépare la Coupe arabe. Et puis, c'est une équipe qui va continuer à travailler jusqu'au mois d'avril. Bien sûr, ils ont... Donc finalement, c'est pas... Ça travaille, la CAN U17 en Algérie. Les sélections sont constamment en mouvement. Ça travaille. Bon, je ne suis pas prétentieux, mais depuis que je suis à la tête de la DTN par intérim, toutes les équipes nationales sont opérationnelles. Au moins, ils ont un stage par mois. Question. Alors là, on va quitter les sélections. Question importante. Il y a les centres de formation qui existent. Les académies. Les académies. Khmis et Belabès. Le Khmis, les joueurs sont affiliés au SCAF. Alors, est-ce qu'ils appartiennent ils appartiennent à la fédération ou bien ils appartiennent au SCAF? Non. C'est des joueurs qui appartiennent au SCAF. Et qui débourse l'argent? C'est la fédération. Pourquoi? Maintenant, la question, il ne faut pas me la poser à moi. Ils ont des licences au SCAF. Ils ont des licences au SCAF. Tous les joueurs. Sous forme de prêt? Tous les joueurs. Sous forme de prêt? Il n'y a pas. C'est des joueurs licenciés au SCAF. C'est des joueurs qui appartiennent au SCAF. Maintenant, je pense qu'on doit revoir le fonctionnement sur le plan technique, sur le plan administratif. L'idée, c'était de leur donner de la compétition. L'idée, c'était ça. Donner de la compétition. La fédération débourse de l'argent pour donner de la compétition à des joueurs d'une équipe. Un club. Moi, je vois... Académie Khmis, la mettre en Ligue 2. Ça devrait être ça, par exemple. Non, pas Académie de l'Église. Académie de l'Église. Ils ont pris les meilleurs joueurs pour jouer de la compétition. Donc, il faut qu'ils signent dans un club. Et l'idée, c'est que le SCAF, puisque le centre... Non, mais ça, je l'ai compris. Si vous les retirez à un club, où ils vont jouer? Avec qui ils vont jouer? Comment les retirer? Les mettre dans quelle division? Ils sont dans une académie. C'est des joueurs qui n'appartiennent pas à la fédération. Il n'y a aucun document. Okay, aujourd'hui, ils n'appartiennent pas à la fédération. S'ils étaient à l'académie, comment ils joueraient? Je ne peux pas vous répondre, mais moi j'ai une autre idée pour les académies. C'est quoi l'autre idée? L'idée, c'est de prendre des équipes nationales en regroupement permanent. On l'a fait déjà bien avant. C'est des équipes. On a créé une association qui était présidée, si je ne me trompe pas à l'époque, par M. Djaïd Zevzef. C'est une association qui appartient à la fédération et qui participe à une compétition. Donc tous les joueurs appartenaient à l'époque à la fédération. Vous voulez revenir sur ce système? Je ne dis pas, ça se discute. Moi, je pense que je vais proposer de revoir le fonctionnement de ces académies et sur le plan administratif, juridique et surtout technique. Belabès, il y a eu des informations qui disent que les enfants à Belabès ou les académiciens de Belabès sont dans des conditions difficiles. C'est complètement faux. Il y a eu un retard dans l'approvisionnement en termes de... Mais sinon, tout va bien. L'équipe... les enfants sont bien portants. Bon, je ne dis pas, mais pas dans les meilleures conditions. Sont pris en charge sur le plan technique et sur tous les plans. C'est vrai que je ne dis pas que c'est le parfait. Il y a beaucoup de choses à revoir, que ce soit sur les deux académies. Moi, je dis qu'il y a beaucoup de choses à revoir en termes de fonctionnement, d'organisation et même sur le plan de logistique surtout. Surtout, bien sûr, la logistique. Eh bien, très bien, on va aller sur la question du jour pour les 5 dernières minutes de l'émission. Alors, la question, c'est que deviennent les travaux du symposium qui avait été consacré au football national et plus précisément au professionnalisme?
Pourquoi est-ce qu'on pose cette question aujourd'hui? Puisqu'il y a une commission interministérielle qui a été installée par le ministère de la Jeunesse et des Sports qui doit travailler sur le professionnalisme. Pourquoi refaire ce qui a été fait et ne pas s'appuyer sur les travaux du symposium? Alors, il avait participé au symposium. C'est Hakim Medden qui était membre fédéral à l'époque. Hakim Medden, bonsoir. Bonsoir Mohamed, bonsoir Toufir et bonsoir Sid Ahmed. Alors, j'ai dit à l'époque, mais qui est toujours membre fédéral. Alors, Hakim Medden, les travaux du symposium qui avait été organisé au Club des Pins, au CIC, eh bien, ils sont toujours d'actualité, si je ne me trompe pas. Oui, Mohamed, c'est toujours d'actualité. D'ailleurs, la commission mixte, je pense qu'ils ont pris en considération tout ce qui a été décidé et c'est une très très bonne chose pour améliorer le fonctionnement du professionnalisme chez nous. Alors, mais vous dites la commission mixte, mais la commission s'est réunie, il n'y avait aucun représentant de la fédération, c'est une commission interministérielle. Est-ce que vous ne pensez pas, Hakim Medden, qu'on devrait ou qu'on doit s'appuyer sur ce qui a été fait, ce qui a été fait durant le symposium? Oui, maman, les commissions, les gens qui ont participé au symposium, c'était des gens qui sont venus. C'est les acteurs du football. Voilà, c'est les acteurs du football. Il y avait des anciens journalistes, il y avait pas mal de gens. Maintenant, la commission mixte, moi, je pense qu'il y a des gens de la fédération. Il y a, comment il s'appelle? Il y a Ben Hamza qui figure dans la commission. Ça, c'est ce qui avait été décidé au début. Aujourd'hui, il n'y a que le président de la Ligue professionnelle, je pense. Voilà, mais bon, sur quoi ils vont travailler? En un mois, le 25, ils doivent remettre le rapport du symposium. Était intéressant parce qu'il touchait les différents aspects liés au professionnalisme. C'est pour ça que je vous pose la question. Est-ce que ce n'est pas encore une perte de temps? Sincèrement, la perte de temps, ça dure depuis 2010, et pas depuis aujourd'hui. Parce que quand on avait commencé, professionnalisme, on n'est pas parti sur de bonnes bases. Maintenant, pour essayer de récupérer un petit peu, je pense que ce serait génial de se, comment dirais-je, de prendre les bonnes initiatives. Moi, je dis les recommandations. Les recommandations, voilà, c'est ça, les recommandations, et se baser sur ça et repartir de bon pied. Disons-le, hein, chez nous, il y a le problème de l'infrastructure qui se pose, mais c'est surtout, il y a l'aspect financier, le financement du football. Et les centres de formation. C'est un petit peu les trois pistes. Oui, tout d'abord l'infrastructure, parce que quand on voit nos infrastructures, c'est vraiment, il ne faut pas se voiler la face et dire la vérité qu'on est très très loin du haut niveau. On est très très loin. Et par rapport au financement, vous savez, il y a deux poids, deux mesures. Il y a des clubs qui sont financés par des entreprises publiques et il y a des clubs qui sont livrés à eux-mêmes. C'est ça pour moi, c'est ça les deux points les plus importants, l'infrastructure et le financement. Je termine par cette question et j'insiste et je vais enfoncer le clou. Vous dites donc pour vous, déjà, l'un des éléments dans le travail ou de ce qui doit être fait, c'est les recommandations du symposium, peut-être enrichir, mais tout refaire à zéro, ça serait perdre du temps, ou reprendre à zéro. Oui, reprendre à zéro, c'est très difficile. Maintenant, essayer d'améliorer les choses en allant doucement mais sûrement, parce que le départ, faire une première division avec, à l'époque, c'était à 18 ou à 16, et en deuxième division, 36 clubs professionnels, ça a été, je pense, à mon avis, ça a été une erreur de débuter comme ça. Merci Hakim Medden d'avoir été avec nous en direct, d'avoir répondu à nos questions. Tawfiq Qureshi, on arrive à la fin de l'émission. Il y a deux aspects, moi je pense, aujourd'hui, professionnel, je ne vais pas aller avec vous sur les aspects concernant la gestion des clubs, sur les aspects techniques. L'exigence aujourd'hui, c'est le centre de formation. Ben, c'est clair, mais quand ou le centre d'entraînement, moi je veux dire, de formation. On peut dire centre de formation, centre d'entraînement. Moi je dis une chose, c'est que tout le monde parle de développement du football. Je dis que la fédération ne peut pas développer le football. La fédération ne peut développer le football qu'à travers une organisation. Mais les acteurs, les principaux acteurs, c'est au niveau des clubs. Moi, je vous dis une chose, Mahamar.
est-ce que la fédération a un pouvoir technique sur les clubs? Moi, je dis non. Elle doit l'avoir. La fédération, Elle doit y avoir. Comment? Donc, il faut trouver un système qui donne cette possibilité d'imposer un projet ou d'imposer une politique sportive au niveau des clubs. Mais maintenant, actuellement, la fédération, depuis que je connais la fédération et depuis que j'étais à la fédération, elle n'a aucun pouvoir technique. Je ne peux pas imposer un DTS d'un club de travailler avec ce projet ou ce contenu de formation. Nous n'avons aucun pouvoir technique. Vous pouvez l'avoir à travers l'existence des centres de formation. Il y a des modèles qui existent, ne me dites pas non, il y a des modèles qui existent. C'est vrai, mais actuellement, quand on parle de développement de football, le développement se fait au niveau des clubs. Peut-être c'est les orientations, c'est la politique, c'est le contenu. Et ailleurs, les académies également pour les fédérations. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais les académies également comptent énormément. On l'a vu, je peux vous citer, on aura l'occasion de se retrouver, je peux vous citer 1001 exemples. Ailleurs, en Algérie. Ça, c'est autre chose. On doit s'imprégner. Je prends l'exemple de la France qui est juste à côté. Il y a ce qu'on appelle les pôles espoirs. Les pôles espoirs, comment ils font? Non, les pôles espoirs. On est obligé de se quitter. Les pôles espoirs, et on y reviendra. Ça passe très vite le temps avec vous. Tawfiq Qureshi, merci. Je vous en prie. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Sid Ahmed, merci. Merci de nous avoir accompagnés, d'être resté avec nous. Moi, je vous souhaite une bonne soirée et je vous donne rendez-vous lundi prochain. Au revoir.